Oui, j'ai même pas. Ah oui, donc il faut que je mette ça en spotlight. Spotlight. Ok, c'est parti. Alors, on a un programme. Aujourd'hui, on va faire donc équivalence grammaire pile. Automate plus pile égale grammaire. Ensuite, on va faire. On fait un tas de petits bouts, en fait. C'est un cours de bouts aujourd'hui. La forme normale de Chomsky, pompage. Forme normale de Chomsky, FNC, que vous avez déjà vu sans le voir l'an dernier. Enfin, vous l'avez vu, mais on a utilisé l'an dernier cette forme normale. Pompage algébrique qui est pas pareil que le pompage rationnel, mais un peu plus sophistiqué. On va voir un autre lemme de la pompe qui ressemble un peu à la pompe rationnelle. Clôture. Alors, tous ces trucs-là, en fait, permettent de démontrer, de voir que, d'étudier si l'algébricité d'un langage. Est-ce qu'un langage est-il algébrique ou pas? Je vais répondre à cette question. C'est pour ça que je fais un seul cours là-dessus. Je fais tous les techniques qu'on utilise pour savoir si un langage est algébrique ou pas, c'est-à-dire si un langage peut se reconnaître par un automate à pile. Et après, si j'ai bien carburé, on va commencer à faire euh, le début de l'analyse syntaxique, à savoir le calcul des premiers et des suivants. D'accord, c'est des rappels, vous avez déjà vu ça en pile. J'ai une façon de le faire peut-être un peu plus pragmatique, qui permet de le faire plus facilement. De sorte que la semaine prochaine, on attaque le cours sur l'analyse syntaxique, qui est un des gros morceaux du second semestre du cours de langage formel. L'analyse syntaxique, quelque chose d'utile parce que ça va vous servir l'an prochain quand vous ferez le cours de compilation. Alors, équivalence, automate à pile, grammaire. Donc, on peut dire reconnaissable par automate à pile. C'est le théorème 12. L. Bon, je vais. Ouais. J'écris les choses de façon compacte parce que sinon j'écris trop vite, j'écris mal et je me fais mal aux épaules. Donc, je ne vais pas écrire. Euh, J'écris compact, d'accord. J'écris comme un peu comme si j'écrivais des transparents. Elle est reconnaissable par automate à pile. D'accord. Si et seulement si. Merde. À pile. Si et seulement si. Elle est le langage générable. Générable. On peut le générer. Générable. Ouais. Générable par une grammaire hors contexte. C'est l'équivalent du théorème de Kleene pour les langages algébriques. D'accord. Hors contexte.
Automatapile et grammaire, c'est pareil. Alors, c'est la notion la plus générale d'automatapile. Il faut considérer les automatapiles non déterministes. D'accord. Donc, c'est marrant, hein, c'est quand même marrant que les deux soient pareils, quoi. Donc, on appelle ça langage algébrique. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, à chaque fois que je prononce ce mot langage algébrique, j'ai l'impression d'être super savant, parce que le mot algébrique est un mot des Monsieur, mathématiques. Oui, qu'est-ce que vous dire par générable? on peut générer par. Elle, Et est-ce que vous faites un mini rappel sur les grammaires hors contexte? on a passé quand même genre 2 semaines dessus. Hein. Oui, oui, mais d'accord, pas de problème. Euh, Donc, le langage d'une grammaire, les grammaires, on a fait des grammaires, vous étiez là, monsieur Hamza. Donc, je vais faire la preuve de ce truc-là. Alors, c'est une équivalence entre quoi? C'est une équivalence, cette équivalence, en fait, dénote une égalité entre deux ensembles. L'ensemble des langages reconnaissables par automatapile et l'ensemble des langages qu'on peut générer avec des grammaires hors contexte. Hein? Il faudrait que vous réalisiez qu'on étudie les ensembles de langages. C'est un peu abstrait parce qu'un langage, c'est déjà un ensemble. Donc, un ensemble de langages, c'est un ensemble d'ensembles. On a étudié les langages rationnels, maintenant on étudie les langages algébriques, on étudie des ensembles d'ensembles. Donc ça, c'est une égalité entre ensemble d'ensemble. Donc on utilise la double inclusion. On va démontrer, comme on fait d'habitude. D'accord. Donc on va d'abord démontrer que hors contexte inclus dans automatapile. Si un langage est générable par une grammaire, on peut le reconnaître par automatapile. D'accord. Dans l'autre sens, on ne le fera pas, on ne pourra pas le faire. Donc, soit j'ai une grammaire hors contexte. Alors, c'est quoi une grammaire hors contexte? Petit rappel. Alors, il y a un alphabet de terminaux, un alphabet de non-terminaux, un axiome, et qu'on appelle souvent S, qui est un non-terminal spécifique, et un ensemble de règles. Juste que dans les membres gauche, il y a juste un nom terminal. Oui, c'est ça, oui. C'est ça qui faisait, comment dire, qui a ému M. Hamza. C'est le mot hors contexte, peut-être. Comme on manipule que des grammaires hors contexte, ben, on oublie de prononcer l'adjectif hors contexte. Et oui, hors contexte, ça veut dire que dans les règles, il y a juste un nom terminal à gauche. Dans le premier cours sur les grammaires, je dis qu'on va. Je parle des grammaires dans un sens plus général et je dis qu'on va juste considérer les hors contexte. Grâce au fait qu'il y a juste un nom terminal à gauche, on peut construire des arbres de dérivation et tout devient plus simple. Euh... Mais ce qui est drôle, c'est que les grammaires qui sont pas hors contexte, eh ben, il y a encore une troisième théorème qui dit que c'est équivalent à machine de Turing qu'on va voir en troisième cours. Celui-là, je te montrerai pas. Euh... Donc, à chaque fois, on a une équivalence entre un moyen de générer les trucs et un moyen de reconnaître si un mot est dans le langage. Ça, c'est un moyen concret de reconnaître si un mot est dans le langage. Ça, c'est un moyen de générer les mots, de générer tous les mots facilement.
Monsieur Hamza, vous vous souvenez maintenant des grammaires, hein, comme la grammaire, exemple, Oui, exemple. oui, c'est bon, je m'en suis Oui, rappelé. oui, C'est c'est juste bon, que. hein. Oui, oui, c'est le mot hors contexte qui vous a Oui, ému. c'est ça exactement. Ouais. Euh, alors, eh ben, cette démonstration, on l'a déjà fait, vous l'avez déjà fait l'an dernier parce que vous avez fait, ça correspond à la démonstration que je vais faire, correspond à l'analyse descendante, d'accord, que vous avez fait en pile l'an dernier. Analyse descendante. D'ailleurs, même, faites en pile. D'ailleurs, même, euh, on vous a présenté l'automate à pile, sauf que comme vous n'avez pas vu l'automate à pile, ce n'était pas évident pour vous que ce soit un automate à pile. Donc, avant de faire la démonstration, je ne vais pas faire la démonstration. Si je vais faire un, je vais quand même faire un bout. Mais plutôt que de commencer par la démonstration, comme d'habitude, je commence par un exemple parce que c'est beaucoup plus parlant. Donc, imaginez qu'on considère la grammaire suivante, toujours la même grammaire. Pourquoi changer quand on a une grammaire qui est sympa? C'est une grammaire-là qui génère un NBN, d'accord? Qui est hyper simple et qui. On s'en sert tout le temps, cette grammaire. Ouais. Donc, quel va être l'automate à pile qui va permettre de reconnaître le langage de cette grammaire? Donc, le langage, c'est ANBN. N plus grand ou égal à 0. Et c'est quoi l'automate à pile qui génère cette langage? Eh bien, vous le connaissez, vous l'avez déjà utilisé. Euh, euh, en fait, imaginons qu'on veut reconnaître un mot modeste, un ABB. D'accord? On veut savoir si ce mot-là est dans le langage. Il est dans le langage, on veut le démontrer. Alors, on va faire comme ça. À partir de maintenant, on va souvent faire ce genre de truc, hein. On va avoir des tableaux où on a une pile, le mot et la pile. Et on peut avoir aussi des états. Donc, pour l'instant, on a juste besoin de ça parce que l'automate à pile, il va utiliser un seul état. Donc, pas besoin d'état, d'accord? C'est toujours le même. Je peux faire une colonne pour bien me montrer ça, d'accord? On a toujours. L'état de notre automate à pile, ça va être toujours le même. Q0, Q0, parce qu'on va avoir un automate Marguerite, d'accord? Où toutes les transitions partent de Q0 et reviennent à Q0. Donc, on ne change pas d'état. Au début, sur la pile, il y a gamma 0. Et sur le mot, il y a le mot à lire AABB. Et en fait, on va simuler, l'algorithme qu'on a vu. On va faire une analyse descendante. L'analyse descendante, ça veut dire qu'on part de l'axiome et on essaie d'aller vers le mot qui est ABB. Donc quand on part de l'axiome, on se dit, ah bah tiens, il y a un A, le mot commence par un A. On va faire S flèche epsilon, on aurait fini. Donc on va faire S flèche ASB. D'accord? Parce qu'on a le choix entre ces deux-là pour aller plus loin. Et après, on va mettre ce mot-là en correspondance avec celui-là. Donc on va virer le A. Donc quand on fait une dérivation, sur la pile, on va empiler. Alors au début, sur la pile, on commence pas avec gamma 0, on commence par empiler l'axiome. Alors je fais tomber la pile à gauche. D'accord? Donc au lieu d'écrire le symbole de pile à gauche, il se retrouve à droite. La pile elle va progresser vers la gauche. D'accord? Ça, c'est important de bien remarquer ça. D'accord? C'est le seul truc qui est en fait intelligent dans cette démonstration. C'est ça. Je l'écris parce que c'est important. Je fais tomber la pile à gauche, exceptionnellement. À gauche, d'accord, exceptionnellement. Contrairement à d'habitude, hein, exceptionnellement. D'habitude, on la fait tomber à droite toujours. Donc, au lieu d'écrire ASB, j'écris BSA puisqu'elle tombe à gauche, d'accord? Et donc, du coup, je peux écrire ASB, en fait.
ça représente la pile où il y a, ça représente en fait gamma 0, B, S, A. Ça représente cette pile-là, d'accord? Mais alors, donc, ça permet d'écrire directement le membre droit, ça, d'accord? Si j'affiche ton bas droit, je devrais écrire gamma 0, BSA. C'est chiant parce que du coup, le membre droit, on ne voit plus. Je préfère écrire ASB, comme ça, c'est pareil que ce qu'il y a ici, d'accord? J'ai ASB ici, j'ai ASB ici. C'est ça l'idée, quoi. Alors, après, je vais virer les A. Donc, en fait, je dépile. Donc, là ce que j'ai fait, hein, dans la transition que je viens de faire, j'ai empilé ASB. Donc, j'ai dépilé S. J'ai rien lu du mot. J'ai dépilé S et j'ai empilé ASB. D'accord? C'est ça que j'ai fait. Hein, je mets les transitions sur la pile pour que vous voyez bien que c'est vraiment automatapile. D'accord? Et ensuite, je vais lire les A. Ça veut dire que je vais lire une lettre et en même temps, d'accord, je vais dépiler le A. Donc, j'aurai sur la pile S, B, gamma 0 et je relis une lettre de mon mot. A, B, P. D'accord? C'est mon nouvel état de pile. S, B, gamma 0, A, B. Et là, j'ai appliqué la règle. Je lis une lettre A, je dépile la lettre A. Donc, ça fait A, A, epsilon. Ensuite, j'ai encore un A ici. Donc, je vais à nouveau faire A, S, B. D'accord? Donc, voilà. Et après, je vais faire epsilon. Quand j'ai un B sur le pile. D'accord? Vous voyez que je progresse vers le mot, de l'axiome vers le mot. C'est pour ça qu'on appelle ça analyse descendante. Parce que nous, après, l'analyse descendante, elle est facile à faire. C'est pour ça qu'on l'a fait en pile pour donner un avant-goût de ce que c'est que l'analyse syntaxique. Mais elle est beaucoup moins puissante que l'analyse ascendante qu'on va faire la semaine prochaine. Dans l'autre sens, on part des feuilles et on remonte vers la racine. Donc, j'obtiens donc A, S, B, gamma 0, A, B, B. Je vais lire le A. D'accord, j'obtiens S, B, gamma 0. Non, il y a deux B ce coup-là, excusez-moi. A, S, B, B, gamma 0. S, B, B, gamma 0, je lis le A. D'accord, et après, mon S va se transformer en epsilon. Donc là, comme j'ai un B qui suit, je me dis, ah bah maintenant, moi, il peut foutre le camp parce qu'il n'y a plus de A à générer. Donc, je continue à dire que dalle, mais mon S fout le camp, je le dépile. B gamma 0. Toujours un seul état sur la pile. Ah, c'est toujours le même état. Alors, moi, S fout le camp, ça c'est la transition. Je lis rien, je dépile S et j'empile rien. D'accord. Et ensuite, je vais lire le B et dépiler les B. D'accord. J'obtiens finalement, j'ai lu tout mon mot et j'ai gamma 0 sur la pile. D'accord. Et à la fin, tout ce qui reste à faire, c'est finalement, on va dire, faire une transition. Donc, ça correspond à ça. B, B, epsilon. Et comme j'ai gamma 0 sur la pile, je vais faire ma fameuse transition qu'on a vue, qu'on a étudiée en TD, où je lis rien, je dépile gamma 0 et j'arrive sur l'état final. Monsieur, Oui. les transitions, on doit les écrire quelque part ou on sous-entend d'une ligne à l'autre qu'on sait ce qu'on enlève ou ce qu'on empile? On les écrira dans la suite des opérations. Quand on aura l'analyse descendante, on écrira les transitions. Ici, on écrira. Ok, d'accord, ok. On leur donnera un nom même pour les écrire facilement, d'accord? Il y aura différents types de transitions, des lectures et des des lectures, des go-to et des shifts. Merde, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, enfin, on les écrira à droite.
pour savoir ce qu'on fait. Vous avez raison de préciser ça. Excusez-moi, monsieur. Oui. Quoi elle correspond la troisième colonne? Pour bien montrer qu'on n'a qu'un seul état. Juste la dernière transition, Ok. d'accord, on va aller dans l'état 1 qui est final à la fin. D'accord. À la fin, on vire le symbole de fond de pile et on arrive dans l'état final. C'est juste là où ça change. Parce que je la dessine parce que ben, plus tard, on aura des états différents. Donc, ça met bien en évidence que le fait que quand on fait une analyse d'un mot avec un automate, ben, il y a aussi un état en général. C'est toujours le même. Alors, c'est un peu bête, mais ça vous fait comprendre, prendre conscience que bon, ben, pour rendre compte d'une analyse, il faut au moins trois colonnes, a priori. Même 4 colonnes, comme disait M. Hamza, il faut préciser quelle est la transition qu'on prend. D'accord. Donc, je ne pourrais plus le mettre ici. Là, on prend AA, epsilon. Là, on prend. Non. Là, on prend epsilon S ASB, epsilon S ASB. Là, on prend AA, epsilon, etc. Je peux écrire les transitions qu'on prend chaque fois. OK. Donc, vous l'avez vu, c'est en fait, ça doit vous rappeler des souvenirs quand même, tout ça. Par contre, il faut que la grammaire soit non ambiguë. Ah oui, c'est une bonne question, c'est une question intéressante. Non, on s'en fout. Excusez-moi, on s'en fiche, je devrais dire plutôt. Si la grammaire est ambiguë, ça marche aussi, pourquoi? Si la grammaire, oui, pourquoi? Question, je pose la question, voir s'il y en a qui peuvent répondre. Mais c'est une bonne question. Hein. Que je précise si la grammaire est ambiguë, à votre avis? Bah, si elle est ambiguë, on peut faire plusieurs tableaux différents. Oui, oui, c'est vrai. Il va y avoir plusieurs analyses différentes. Notre automate va être. Il va être comment notre automate si la Non grammaire est ambiguë? déterministe. Voilà, voilà. C'est bon. G ambigu implique automate non déterministe. Alors, effectivement, on veut pas de ça. Quand on fait de l'analyse, on ne veut pas. D'accord? Pour ça qu'on appelle ça conflit. Je vous ai déjà dit ça. Mais là, on n'est pas en train de faire l'analyse, on est en train de faire la théorie. Donc, on s'en fout, enfin, on s'en fiche. Ouais, j'ai bien précisé ici que l'automate à pile était en général non déterministe. Je l'ai dit au début. D'accord. Monsieur, Ouais. est-ce qu'on est obligé de faire une reconnaissance par pile vide pour faire une analyse de mots avec le tableau là, que vous avez montré? Ou est-ce qu'on peut estimer qu'un mot peut être reconnu aussi quand on a encore un gamma 0 enfin, un gamma 0 qui n'est pas dépilé, quoi? On ne peut pas dire qu'il est reconnu par état final, puisqu'on est toujours le même état. Puis 0 ne peut pas être final. Sinon, on Oui, bien reconnaîtrait tous les sûr. Non, non, mais préfixes. je veux dire dans un autre, enfin, pour un autre automate où à ce moment-là, on n'a pas une transition epsilon, gamma 0, epsilon, quoi. Enfin, On genre n'est pas qu'on obligé de... dépile. Si on reconnaît par état final, on n'est pas obligé de vider la pile. C'est ça votre question. Oui, c'est ça. C'est est-ce que après, quand on fait le tableau pour reconnaître le mot, pour essayer de voir si le mot appartient à l'automate, est-ce qu'on est obligé de faire disparaître le gamma 0 ou est-ce on peut dire qu'on peut reconnaître un mot à partir du moment où on a un gamma 0? On n'est pas obligé de faire disparaître la gamme à 0. Ok. Mais on peut toujours le faire. J'ai démontré ça en cours. On peut toujours le faire de toute façon. On n'est pas obligé de le faire. On peut toujours le faire, mais peut ça peut rendre l'automate non déterministe. C'est ça le truc. Bon, enfin. Remarquez que votre question est, comment dire, est indépendante de ce que je viens de faire. Oui. Enfin, c'est dans l'idée de ce que vous venez de faire, mais oui, Oui, c'est oui, oui, indépendant. oui. Enfin, vous êtes surprise, vous dites c'est marrant, une fois de plus, la pile est vide, alors vous dites, mais est-ce que c'est toujours le cas, quoi? C'est ça. Ouais. Bah, ouais, en général, en pratique, c'est toujours le cas. Je me suis pas posé la question de est-ce que naturellement, on peut construire un automate à pile où la pile ne devient pas vide, mais je peux me la poser, remarquez. Posez-vous là, essayez de me sortir un automate qui n'a pas la pile vide à la fin. Ça doit pouvoir se faire. Ok. Alors là, je n'ai pas fait de démonstration, j'ai juste fait un exemple.
Dans la démonstration, il faut démontrer une hypothèse de récurrence qui généralise. Alors, attendez. Déjà, avant de faire la démonstration, d'accord, on remarque on généralise la construction de cet automate. Donc, si j'ai une grammaire G avec ces Mais par contre, pour ensembles-là. construire l'automate, ça dépend du mot, dans votre exemple. Ah non. Non, ça dépend pas du mot. Bah, si on choisit AA, par exemple, on ne pourra pas construire. C'est pas un mot qui est reconnaissable, ça. Ouais, mais comment est-ce qu'on peut le savoir en avance? On ne peut pas reconnaître le mot AA. Ouais. Si vous essayez avec l'automate à pile, il est ici. Hein. Il n'est pas du mot, il n'est pas de la grammaire. Ouais, mais vous avez essayé de le construire à partir de la grammaire, si j'ai bien compris. Oui, alors je le construis comme ça. Je vais le construire ici parce que ça va être clair. Là. En fait, je vais m'acheter un deuxième tableau blanc, mais je n'ai pas encore eu le temps. Vous voyez, pour tous les noms terminaux X, d'accord, on rajoute les règles. On rajoute la règle, on lit X, on dépile X, d'accord. Pour toute règle, donc on pourrait appeler ça nom terminal qui réécrit en alpha. On rajoute la règle. Je dépile, je lis que dalle. Je dépile le nom terminal L et je remplis l'alpha. Vous voyez? Donc ça, c'est la méthode. À droite, j'ai une grammaire. D'accord? À gauche, j'ai un automate. Donc, j'ai défini une façon systématique de construire un automate à partir d'une grammaire. Vous êtes d'accord? L'automate qui est là dépend juste de la grammaire, pas du mot. Vous êtes d'accord? Vous voyez toutes les règles. La règle S flèche ASB, la règle S flèche epsilon, et ensuite, pour chaque terminal, une règle associée qui consiste à dépiler si on lit en même temps. D'accord? Vous êtes d'accord? Celui qui a posé la Oui, question, oui. c'était. Ok, donc ça ne dépend pas du mot, ça dépend de la grammaire. Oui, du coup, si vous présentez comme ça, oui. Très bien. Bon, maintenant, il faut montrer que cette grammaire reconnaît exactement les mots du langage. On l'a fait sur un exemple, une fois de plus. Hein. Alors, la démonstration utilise une hypothèse de récurrence qui est difficile à écrire. Alors, je vais au moins vous écrire l'hypothèse, d'accord, l'hypothèse de récurrence. Donc, on construit A, donc, comme je viens de vous montrer, d'accord. On construit A associé. Et après, hypothèse de récurrence, il faut démontrer une hypothèse de récurrence suivante. Hypothèse de récurrence suivante. Qui est. Alors, elle est difficile à écrire, cette hypothèse. Vous voyez, honnêtement, je pourrais la écrire sans réellement corriger, mais à chaque fois, ça me demande un effort de. En fait, S réécrit en plusieurs pas de réélévation U X alpha. D'accord. Alors, là, il n'y a que des terminaux. Là, il n'y a que des terminaux dans U, d'accord? Ça, c'est que les terminaux. C'est ça là qui est important de bien. D'accord. Et c'est le début de U. Et ensuite, réécrit donc M. Si et seulement si. Donc, je vais écrire le si et seulement si. Si et seulement si. Donc, M égale UV, c'est les terminaux. Donc, ça veut dire que U commence M. Donc, U est un préfixe de M. Donc, M se décompose en U et ensuite en un certain V. D'accord. Et donc, appartient au langage de la grammaire.
Et V est généré par. Ouais, c'est ça. Ouais, et l'automate, dans A, on peut générer la configuration. Dans A, dans l'automate A, on peut générer, on peut arriver, on peut, comment dire, ouais, calculer. Donc, à partir de la configuration, je parle de gamma 0. Attendez, gamma 0, S gamma 0 et M. Je vais pouvoir dériver en plusieurs pas de dérivation. C'est marrant parce que là, quand même, ce qui est marrant, c'est qu'on ne parle pas de la pile vide. On met l'axiome sur la pile. Hein. J'ai remarqué ça. Donc, à partir de S gamma 0 M, on va pouvoir en plusieurs pas de dérivation. Et oui, et puis de Q0, bien sûr. Hein. Et je le mets, bon, parce qu'en général, dans notre l'état Q fait partie de la configuration. Donc, on arrive à donc toujours l'état Q. L'état Q, je vais en formule l'état Q0. On arrive donc toujours en restant dans l'état Q0 à la configuration où sur la pile, il reste X alpha et il reste V du mot. D'accord? Dans A, on peut calculer plusieurs voies. Donc ça, c'est l'hypothèse de récurrence qu'il faut démontrer. Ça a l'air compliqué, ça ne l'est pas en fait. Hein. Et on fait une récurrence sur quoi, à votre avis? Sur, je ne sais pas. En fait, cette récurrence, je la fais pas à l'habitude. Alors, si vous me demandez de la faire, je vais y arriver, mais ça va me prendre un peu du temps, donc je préfère pas la faire. Je pense qu'on fait une récurrence sur on fait des récurrences sur plusieurs choses, le nombre de pas de dérivation. Le nombre de pas de dérivation de S flèche étoile X alpha. D'accord? C'était un nombre de pas, d'accord? Hein, ça va faire S flèche, excusez-moi, S flèche ASB, flèche, etc. Chaque fois, on fait un pas de dérivation, d'accord? Donc ça, c'est un nombre de pas de dérivation. Donc c'est là-dessus qu'on fait une récurrence, d'accord? Si on considère que c'est vrai pour des dérivations à n pas, on considère un pas de plus. Et après, c'est pas franchement intéressant à faire la démo parce que c'est pas difficile, mais c'est chiant, vous comprenez? Faut mettre le truc en correspondance. Et aussi bien là, on comprend bien ce qui se passe, d'accord? Mais il faut formaliser ça, d'accord? Vous voyez, déjà, il y en a un, alors je ne sais plus, j'ai pas regardé qui c'est qui parlait, mais il y en a un qui a commencé à me dire, mais monsieur, vous faites juste un mot, vous ne faites pas la grammaire. Alors, quand j'ai dessiné la grammaire, il m'a dit, ah oui, oui, il m'a dit, si vous dites comme ça, maintenant je comprends, d'accord? Si on veut faire la démo, il faut juste rajouter un pas. D'habitude, je ne la fais pas. Je ne trouve pas que c'est très utile, ce truc-là. Je trouve que je passe assez de temps sur cette preuve en formulant l'hypothèse de récurrence, qui est le truc un peu difficile à formuler, d'accord? La démo, je pense que c'est assez facile, c'est juste un peu long à écrire, quoi. Donc, je ne préfère pas la faire. Voilà, il faut considérer. Dans le pas supplémentaire de dérivation, il faut. À un pas de dérivation de la grammaire va correspondre plusieurs pas plusieurs pas de l'automate, parce que si j'ai le pas supplémentaire, il va écrire x en un certain mot, il y aura un nom terminal y, il y aura des lettres ici, d'accord, EF, d'accord, EF, et puis après un autre bidule ici, bêta. Le bêta, il va se rajouter à alpha,
d'accord, on aura bêta alpha. Le EF, faudra le bouffer avec des transitions. On va lire le mot en même temps qu'on lit E et F, et puis après, on va se ramener à une transition avec des pas de plus. Et voilà. Il faut juste écrire tout ça, d'accord. Ok. Ne croyez pas que je ne la fais pas parce que je ne sais pas la faire. Vraiment, je ne la fais pas parce que j'estimais que ce n'était pas intéressant. Et puis, c'est aussi un choix. On peut choisir, c'est un choix que j'ai fait, d'accord? Parce que on peut choisir de vous apprendre ces techniques de dérivation de preuves par récurrence. Ce n'est pas inutile, ça pourrait se faire. Simplement, si je décidais ça, il faudrait que je fasse en TD des exercices sur le sujet. D'accord? On pourrait à ce moment-là démontrer que un tas de choses. On pourrait démontrer que certaine grammaire n'est pas ambiguë. On pourrait démontrer plein de trucs intéressants à démontrer. Mais j'y passerai un temps assez important. Genre, j'y passerai 2 semaines. D'accord? Je préfère, dans le temps de mon cours, vous faire découvrir des trucs, faire découvrir un peu le paysage de l'informatique théorique, de l'informatique, du langage formel. D'accord? Je trouve que c'est plus intéressant pour vous. Ok, on arrive au truc suivant de notre programme qui est la forme normale de Chomsky. FNC, donc c'est 13.1. Donc démontrer qu'un langage n'est pas algébrique. Donc la partie 1, c'est la forme normale de Chomsky. Alors Chomsky est toujours vivant. C'est un vieil homme, mais qui a écrit beaucoup de bouquins aussi sur le système politique actuel, qui est très connu, non pas en tant qu'informaticien, mais en tant que politique philosophe. Vous pouvez taper Chomsky, vous allez voir des vidéos où il parle des problèmes actuels de la société américaine, surtout, parce que c'est un Américain. Donc, c'est une forme qu'on utilise pour l'algorithme sec. Alors, pour CYK, on utilise, que vous avez vu, on utilise Chomsky sans trop le dire. Alors, c'est quoi Chomsky? C'est ouais. C'est alors le théorème 13. Je l'écris sous forme résumée, le théorème 13. C'est donc, quel que soit L hors contexte, ouais. Quel que soit G, d'accord, grammaire hors contexte. Grammaire hors contexte. Donc, il existe G' tel que, avec le même langage, qui génère le même langage. Donc, le langage généré par G' égale le langage généré par G. Du point de vue de ce qui génère, c'est pareil. Donc, c'est ça qui nous intéresse dans une grammaire, c'est ce que ça génère. Hein. Mais de plus, G' est propre. Ça, on l'a démontré déjà il y a 2 séances. On va démontrer comment rendre une grammaire propre. Et de plus, G' est sous forme normale de Chomsky, c'est-à-dire. Alors, je vais rappeler ce que ça veut dire que G' est propre. Ça veut dire que seul l'axiome génère un epsilon, seul S génère epsilon. D'accord. Pas de règle de la forme M Flechen. Tout est productif. Tous les non-terminaux. D'accord, sont atteints et productifs. Atteints, c'est-à-dire qu'on peut y arriver depuis l'axiome. Productif, c'est-à-dire qu'ils peuvent générer un mot. Et finalement, G' est sous FNC. Et sous forme normale de Chomsky. Alors, ça, c'est nouveau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
trois formes de règles. Il y a S plus epsilon, la règle. Depuis l'axiome, on peut faire S plus epsilon. Ensuite, il y a les règles de la forme P flèche Mn. D'accord. P, Mn sont des noms terminaux. Et enfin, il y a les règles de la forme P flèche A. D'accord. Ou A, c'est un terme. Trois formes de règles. Alors, vous voyez, on a défriché le terrain, on a posé du béton, je veux dire, on a utilisé des rouleaux compresseurs pour bien planifier tout, on a enlevé les mauvaises herbes, on a fait un truc très clean. Évidemment, vous voyez, ça simplifie énormément. Hein. Les seules règles qu'on a, la seule façon qu'on a de diminuer un mot, c'est depuis l'axiome. C'est seulement l'axiome qui peut choisir de générer epsilon. Après ça, l'axiome, il peut aussi faire autre chose. Si vous avez epsilon, ça n'irait pas. Après ça, si on a un nom terminal, on peut le remplacer par deux noms terminal ou par un terminal. C'est tout ce qu'on peut faire. Ça grossit et ça termine. D'accord? Nullifie, grossit, termine. Chaque type de règle a une fonction spécifique. Si on veut grossir, il y a une seule façon de le faire, c'est de rajouter un nom terminal. D'accord? Et si on veut terminer, ben, il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est un nom terminal se remplace par un terminal. C'est éminemment simple. Tellement simple que vous pouvez le photographier dans votre tête. Là, ça va vous aider à le retenir. D'accord? La FNC. Donc, toute règle peut se mettre sous cette forme-là. Bon, c'est facile à faire. En plus de ça, c'est facile à faire. D'accord? On part d'une clean. C'est facile à construire la FNC. Je vais faire ça dans l'autre tableau. Je vais faire place. Donc, on part de clean, on part de G clean. Propre. Je dis clean, je sais pas pourquoi. C'est pareil que propre. Donc, pour tous les noms terminaux, pour tous les terminaux, d'accord, on rajoute un terminal dans sigma, dans les noms terminaux, d'accord. Et la règle x flèche x, et on remplace x par x dans les membres droits. Donc, au fur et à mesure que je vous montre les manips, je vous le fais sur la grammaire, toujours la même grammaire, d'accord, sur notre grammaire. Alors, la grammaire S-CSB, on l'a rendu propre il y a deux séances. C'est plus sous forme propre, c'est plus celle-là en fait. Hein. Sous forme propre, elle devient comme ça. Ça va être S flèche. Alors, le S flèche epsilon, il reste, ou sinon on écrit un autre nom terminal T. D'accord. ATB. Non, on peut. Donc, on le transforme dans le nouveau terminal T, d'accord? Et c'est T. T, lui, peut faire AB. Ou bien ATB. Voilà. C'est la grammaire propre associée à ce truc. D'accord? Là, l'epsilon est généré juste depuis l'axiome sous la forme S. Il n'y a que depuis l'axiome qu'on peut le générer. Après, on ne peut plus. Enfin, je sais plus. Il n'était pas propre, celle-là.
Je ne sais plus absolument pourquoi la raison, elle n'est pas propre. Si, elle est propre, en fait. Je réfléchis deux Juste avant, vous Oui. vouliez pas écrire on remplace grand X par petit x? Non, Ah, alors non, pourquoi? oui. Euh, Oui, celle-là, elle n'est pas propre parce que l'axiome apparaît en membre droit. D'accord? Dans une grammaire, c'est pas qu'elle n'est pas propre. L'axiome est dans le membre droit. Et c'est aussi, je vais le dire dans le truc, d'accord, c'est que dans une grammaire propre, l'axiome n'appartient pas au membre droit. D'accord? Et S apparaît à gauche seulement. D'accord? C'est pour ça que si on veut partir d'une grammaire propre, celle-là, elle n'est pas propre, S slash SB epsilon. C'est celle-là qui est propre. C'est la grammaire qu'on obtient après nettoyage. D'accord. Maintenant, je remplace petit x par grand X. Donc, je remplace petit a par grand A et petit b par grand B. Et j'ajoute les règles. Et donc, j'ajoute à cette règle-là deux règles. A flèche A, B flèche B. Et je remplace petit a par grand A. Donc, j'obtiens T flèche AB ou ATB. D'accord. Puis j'ai toujours mon S flèche epsilon ou T. Il y a quand même un S flèche T. Ah oui, ah non, mais je ne peux pas écrire S flèche T. Donc, je vais écrire ici ATB en fait. C'est compliqué, hein? Donc, Et S pourquoi on peut epsilon pas? ou bien ATB. Parce qu'elle est propre. Dans une grammaire propre, il n'y a pas de règle de la forme M flèche N. D'accord? Parce qu'on perd son temps si on fait ça. Je crois que vous avez oublié le mot AB tout court. AB. S, comme on a ATB, et T il vaut AB ou ATB, on peut pas Oui, construire le mot, enfin on peut pas reconnaître le mot AB. si. Si, on fait. Ah, Attendez, oui, vous avez raison. Donc là, il faut faire AB aussi depuis S. C'est compliqué, hein. Vous avez raison. Ça, c'est la grammaire propre qu'on obtient. Elle est vachement plus compliquée, hein. Ouais. Oui, la Samous. La grammaire aussi au-dessus, c'est pareil. Avec S donne Oui, ATB, et on peut pas faire. oui. Samous. Si, on pouvait le faire pour celle en haut. Non, si on faisait S. Ah oui, non, excusez-moi. Oui, c'est vrai. On aurait juste pu aussi mettre un T, tout simplement, non? Non, on n'a pas le droit, c'est pas propre. Ah, c'est pas propre. Ok. Propre, ça implique que toutes les dérivations sont utiles. Si ça donne deux lettres non terminales, c'est propre par contre, du coup. Oui, N. AB, oui. Non terminales, je voulais dire. Ah, terminal. oui, j'ai un nouveau mot terminal qui apparaît, c'est T, ouais, pour rendre propre. D'accord. J'ai plus seulement l'axiome, quoi. Donc, Samous, ça veut dire qu'à partir d'une règle, d'une grammaire toute con avec S flèche ASB epsilon, on obtient une grammaire beaucoup plus grosse, de plus en plus grosse. D'accord? C'est normal. C'est un peu comparable, vous voyez, quand vous passez quand vous programmez en langage assembleur, ça fait des programmes qui sont très longs, avec plein d'instructions. Quand vous utilisez un langage objet ou Java, ou plus le langage évolue, plus c'est compact. Et quand vous voulez décomposer en trucs élémentaires, ça devient vachement gros, quoi, les trucs. De plus en plus gros, parce que c'est plus élémentaire, parce qu'on se restreint on regarde l'ensemble des trucs généraux à partir d'un catalogue de primitives beaucoup plus petit. C'est normal qu'il en faut plus de ces primitives. D'accord? Puisque le catalogue proposé est restreint. Alors, on n'a pas encore fini de mettre sous FNC parce qu'on a des règles avec 3 symboles, ces deux-là, d'accord? Donc, on va falloir qu'on remplace S flèche ATB. On va falloir qu'on génère en deux temps. Au lieu de faire S flèche ATB, on va faire S flèche T prime B et T prime flèche AT. D'accord?
Et puis, on fait aussi T, flèche, T'. Et là, il y a bien deux symboles seulement. D'accord? On est obligé de faire intervenir encore un autre nom terminal T'. C'est facile, hein, comme ça, on passe de 3 à 2, mais on peut passer aussi de 10 à 9, à 8, à 7, progressivement réduire le nombre de symboles en ajoutant à chaque fois un nom terminal. Si on avait, dans le cours, je vous dis, si on, à la place, si on au lieu de 3, on en a n, donc si on a T flèche x1, xn, on va remplacer ça par T flèche x1, y et y flèche x2, xn. Là, il n'y en a plus que n-1. D'accord? Donc, en répétant ce processus, on va se ramener progressivement à n, n-1 jusqu'à 2. Donc, on va pouvoir avoir juste deux symboles dans le nombre. Vous voyez? On grossit par étapes. Et Prochaine lorsqu'on a que deux dérivation. symboles, c'est là qu'on a la FNC. C'est ça. Mais ça Pourriez mousse, encore une redire, fois, ça mousse. Oui? pourriez redire du coup les règles, il y en a, j'en ai compté 4 pour une grammaire propre. Pas d'axiome à droite, pas de n flèche m, 2 symboles non terminaux max à droite et des Non, ça symboles. c'est FNC, ne comprenez pas tout. Ça c'est FNC. Hein. Les deux, le dernier truc que vous avez mentionné, c'est FNC. D'accord, ça c'est FNC. Ok, merci. Propre, ça veut dire que toutes les règles, c'est une sorte de minimalité dans les règles. Hein. On se dit, mais attendez, M flèche N, ça fait chier, quoi. On remplace un nom terminal par un autre. Ce serait comme d'appeler une procédure à partir d'une autre procédure qui ne fait rien, vous voyez. Ça ne semble pas très utile. Effectivement, on peut montrer que c'est pas. On peut s'en passer, d'accord. Ok. Propre, ça veut dire on a viré tout ce qui était inutile. Ouais. J'ai du mal à comprendre à quoi ça va nous servir FNC. Oui, bah, ça vous a servi à faire CYK déjà pour commencer. Hein. Parce qu'on n'insiste pas là-dessus quand vous faites CYK, mais CYK ne marche que pour une FNC. Si vous avez un vague souvenir de CYK, vous vous souviendrez qu'on avait des règles dans ce goût-là avec CYK, avec je montre deux trucs à droite. D'accord. Je pourrais vous montrer même les transparents de pile. Hein, mais... Donc déjà, ça c'est un truc. Et le truc d'après à quoi ça sert, eh ben, je l'ai regroupé pour que ce soit, comment dire, ça fasse du sens pour vous. On va s'en servir maintenant. D'accord. C'est maintenant qu'on va s'en servir. On va s'en servir pour démontrer l'homme de la pompe. Donc, c'est la partie que j'ai passé, c'est maintenant le 13.2, le pompe algébrique. Ça va démontrer la pompe algébrique. D'accord. Du coup, attendez que je me trompe pas. Du coup, on a le droit de mettre epsilon que dans la partie droite de l'axiome. Dans les oui, il n'y a grammaires que propres. l'axiome qui a le droit de surécrire epsilon. Ok, parfait, merci. Et ça, c'est beaucoup plus puissant que ça en a l'air, en fait, quelque part. Parce que réécrire un nom terminal epsilon, c'est la seule façon qu'on a dans une FNC de diminuer le mot, en fait. Donc, la pompe algébrique utilise la FNC pour démontrer. C'est là qu'on utilise la FNC aussi. Donc, alors d'abord, je vais expliquer sur un exemple. Là, sur notre grammaire, alors je ne la prends pas sous forme de FNC parce que ça fait chier, c'est un peu lourd. D'accord, je la prends sous forme normale, sous forme bête et bêchante, là, cette forme-là, d'accord. Quand vous avez une grammaire, en fait, qu'est-ce qui se passe dans cette grammaire, très rapidement, vous avez le phénomène que S s'y retrouve. D'accord, vous partez de S et hop, vous retrouvez sur S. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que vous pouvez rappliquer cette règle autant de fois que vous voulez, d'accord? Un nombre infini de fois, d'accord? Ça fait un sapin de Noël, d'accord? Vous avez des boules A à gauche, des boules B à droite, ça fait genre un sapin de Noël. Hein.
Et un beau jour, vous dites, bon, mon sapin il est assez haut, je vais le planter. Vous finissez avec une réécriture non récursive. D'accord? Vous avez planté le sapin de Noël. Qu'est-ce qui suffit est-ce que c'est un schéma qui va se retrouver tout le temps dans n'importe quelle grammaire? Eh bien, à partir du moment où vous générez un arbre suffisamment profond, d'accord? Euh, eh ben, vous prenez une branche suffisamment longue de l'arbre, d'accord? Et si vous avez sur cette branche, si la branche est de longueur plus grand que le nombre de non terminal, plus grand ou égal au nombre de non terminal plus 1, vous aurez le même non terminal, x, qui va se retrouver deux fois. Et donc, ce que vous avez fait ici, tout le bordel que vous avez fait ici, vous pourrez le refaire, l'insérer une nouvelle fois ici. D'accord? Et une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, etc. Donc, vous allez pouvoir pomper comme ça. D'accord? Au lieu de cycler sur les états d'un automate, sur un chemin d'état d'un automate, qu'on faisait pour démontrer le lemme de la pompe rationnelle, on va cycler si on trouve sur un chemin deux fois de suite le même non terminal, x. Bon, ça, c'est l'idée de la démonstration. Est-ce que vous avez compris, grosso modo? Je vous donne l'idée de la démo d'abord avant de faire la démo, d'accord? Alors, la démo elle-même. Donc, quand on boucle, quand on boucle, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'on boucle, on rajoute un truc à gauche, un truc à droite. Un truc à gauche, un truc à droite. Un truc à gauche, un truc à droite. Donc, à la fin, en fait, dans un mot, en fait, on va pomper deux trucs en même temps. On va pomper le A et le B. Et voilà. Donc, en pompage rationnel, on pompait juste un truc, d'accord? On prenait un sumo, on disait, mais ce sumo-là, on peut le pomper, en mettre deux copies, trois copies, d'accord? Et puis le reste, ça se déplace, d'accord? On pompait en un seul endroit, d'accord? Mais là, on pompe en deux endroits en même temps. On pompe à gauche et à droite. On pompe les A en même temps qu'on pompe les B. Parce que chaque fois qu'on rajoute un cycle, ça rajoute d'un côté et de l'autre. Donc la pompe algébrique, ça va pomper en deux endroits en même temps. Donc, ayant dit ça, je vais vous énoncer le théorème en question. Et je vais le démontrer. C'est le théorème 14. Là, je vais faire une démonstration. Alors, celui-là, je le démontre relativement jusqu'au bout parce que c'est pas trop compliqué. Puis c'est marrant parce que elle est vraiment sympa, cette démonstration, je trouve. Si elle est algébrique, alors, ça implique. Alors, c'est un implique, attention, hein, c'est pas un si seulement si. C'est comme. C'est pas seulement si, c'est pas seulement si, c'est juste implique. Hein. Ça implique qu'il existe n, tel que, quel que soit m vérifiant. Donc, que le mot est suffisamment grand. Jusque-là, c'est comme pour. Monsieur, on voit pas ce que vous écrivez. Ah merde, excusez-moi. Pour tout mot suffisamment grand. Alors là, on a besoin non plus de 3 facteurs, mais de 5 facteurs, qu'on appelle de façon très précise U, X, V, Y, W. Vous voyez, là, on a U, V, W, et entre on a X, Y. C'est X, Y qui vont être pompés. Donc, tout ça, c'est des noms terminaux. C'est des terminaux, excusez-moi. Donc, c'est une décomposition de M
C'est des mots formés non terminaux tels que M égale U, X, V, Y, W. C'est une décomposition de M, d'accord, en 5 facteurs. 5 facteurs. Pourquoi 5 facteurs? Bah, il faut des trucs qui séparent les XY, en fait. Ce qui nous intéresse surtout, c'est XY, mais il faut bien mentionner que c'est des sous-mots de M. Le seul truc qui nous intéresse, donc on pourrait dire, en fait, pour écrire ça, on pourrait dire il existe XY, deux sous-mots de M. Simplement, on a besoin de nommer ce qu'il y a entre, d'accord? Donc, on les nomme, c'est U, V, W. Bon, c'est une décomposition de M, donc si on a M qui est comme ça, d'accord, on a U, V, W, et puis entre, on a nos fameux XY. Et on peut pomper, c'est-à-dire quel que soit K plus grand ou égal à 0, U, X puissance K, V, Y puissance K, W, appartient à L. D'accord? Celui-là, je vais le réécrire. U, c'est quoi? Par exemple, pour K égale 2, pour K égale 2, ça va s'écrire U, X, X, V, Y, Y, W. On a deux copies de Y. On a pompé. Hein, on pompe ici et on pompe là en même temps. Voilà. Ok, donc c'est ce théorème qu'on va démontrer. Voilà, donc, bon, je vais passer 10 minutes de démonstration. Ça nous amène à 10h15. Non, peut-être pas 10 minutes. Hein. Donc, je mets la preuve ici. Ouais, je montre la preuve ici. Après, je vais continuer sur le. À droite. Donc, je fais G. D'accord. Alors, on peut la choisir sans perte de généralité. D'accord. On peut supposer, on suppose G propre, FNC, quoi. Sous forme normale de Chomsky. Alors, on va utiliser un lemme d'abord. Donc, un lemme, c'est un truc qu'on utilise pour démontrer un théorème. On ne l'utilise pas en tant que tel que, mais c'est juste pour démontrer ce théorème, on a besoin de ça, en fait. Donc, soit N, non, je ne peux pas l'appeler N, ça va nous... Le nombre de non-terminaux de la grammaire, d'accord? Ça s'écrit comme ça. Et A, un arbre de dérivation. De hauteur H. Donc, on a... Alors, le mot des feuilles de longueur plus petit ou égal à 2 puissance h-1. Le mot des feuilles, M le mot des feuilles de cet arbre. D'accord. On a que la longueur de M est inférieure ou égale à 2 puissance h-1.
Alors, c'est facile à voir, en fait. Hein. Par récurrence, on demande ça. Alors, je vais faire la démonstration à droite. Non, ça ne va pas se voir. Je vais faire la démonstration ici. Donc, lemme, preuve lemme. Donc, si H égale 1, par récurrence sur H. Si H égale 1. Alors, l'arbre, il est forcément de la forme A flèche A, parce qu'on a une grammaire de Chomsky, d'accord? Et on a que la longueur du mot est égale à 1, qui est bien inférieur ou égal à 2 puissance 1 moins 1, qui est aussi égal à 1, d'accord? La hauteur, c'est H, d'accord? Ça vaut 1. Donc, c'est vrai pour H égale 1. Maintenant, si c'est vrai pour H, est-ce que c'est vrai pour H plus 1? Oui, parce que si, comme on a une forme normale de Chomsky, si on a un arbre de longueur H plus 1, alors c'est aussi vrai pour. Ça, c'est vrai. Il y a un autre arbre de longueur 1, c'est S flèche epsilon, d'accord? C'est aussi vrai parce que là, on a M égale 0, d'accord? C'est aussi vrai pour l'arbre S, là, cet arbre-là. Maintenant, si on a un arbre de longueur H plus 1, alors il est aussi de longueur 2, forcément, au niveau de l'axiome, on a un truc comme ça, d'accord? Ça, c'est de longueur plus petit ou égal à H. Donc ici, on aura un mot de longueur plus petit ou égal à 2 puissance H moins 1, par hypothèse de récurrence, là aussi. Donc la longueur totale, ça va être plus petit ou égal à 2 fois 2 puissance H moins 1, qui est égal à 2 puissance H plus 1, plus 2 moins 2, d'accord, qui est bien inférieur à 2 puissance H plus 1, moins 1. Ok, c'est vraiment facile à démontrer. Et vous voyez que c'est là, vous voyez en fait, la philosophie de ce truc-là, c'est que le fait qu'on a une FNC permet de relier avec une borne simple la profondeur de l'arbre à la longueur du mot. Donc, si la longueur du mot dépasse un truc exponentiel en fonction de la profondeur, on aura une profondeur minimale. D'accord? Si on a un mot qui commence à être assez long, le mot des feuilles, alors assez long, c'est quand même assez long, ça veut dire beaucoup, parce que comme c'est 2 puissance h, si on veut une propriété sur la profondeur, il va falloir prendre une longueur exponentielle ici, en fonction du nombre de la profondeur qu'on va obtenir. Quelle est la profondeur qu'on va obtenir? On target, en fait, on cible h égale le nombre de non-terminaux plus 1. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on sera sûr qu'il y aura un chemin où on va rencontrer 2 fois le même non-terminal. C'est la profondeur avant ça, d'accord? C'est la profondeur avant ça, ça veut dire qu'on aura un chemin où on va rencontrer de taille 2 puissance de taille sigma n plus 1, donc on va rencontrer 2 fois le même non-terminal, x, d'accord? C'est ce qu'on veut. On rencontre 2 fois le même non-terminal. On cible donc une profondeur comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on choisit 2 puissance sigma n plus 1 moins 1. Non, 2 puissance sigma n plus 1, en fait, précisément, d'accord? Donc, ici, le n qu'on va choisir pour la taille du mot, d'accord? C'est le n, en fait, c'est égal à 2 puissance le nombre de non-terminaux, donc c'est exponentiel, vous voyez, plus 1. Donc, je choisis. Donc, maintenant, on fait la preuve du théorème 14, preuve pompe. Alors, j'écris en toute lettres, j'écris je choisis parce que je pense que ça vous aide à comprendre ce qui se passe.
Mon théorème me dit qu'il existe un n. Eh ben, pour démontrer tout ce qui suit, pour démontrer tout le reste, il faut bien avoir un n. Eh ben, il faut le choisir ce n. Donc, je dis je choisis. Je pourrais dire soit n, mais bon, je choisis n. Je pose n égale 2 puissance sigma n plus 1. D'accord? Donc, maintenant, je considère un mot qui vérifie qu'il est plus grand que ce n là, d'accord? Il faut que je fasse gaffe à l'heure. Hein. Soit m tel que la taille est plus grande que n. Donc, l'arbre, d'après le lemme, d'accord, ça implique que l'arbre de dérivation de m, et puis, oui, m appartient à L, bien sûr. Hein. Et m dans L. Bon, si m appartient à L, ça veut dire qu'il est dérivé par la grammaire. Donc, le lemme nous dit qu'on a un mot qui est dérivé par la grammaire. Et donc, le mot des feuilles vérifie qu'il est plus petit ou égal à 2 puissance h moins 1. Et on va écrire ça dans l'autre sens. On va écrire que l'arbre de dérivation, il vérifie que 2 puissance h moins 1, il est plus grand ou égal à la longueur du mot qui est 2 puissance sigma n plus 1. Ah ben, ça veut dire que 2 puissance h, il est strictement plus grand que 2 puissance sigma n plus 1. Ah ben, ça veut dire que h, il est... Enfin bon, on n'a même pas besoin de strictement plus grand. Hein. H, il est plus grand ou égal à... Je peux laisser plus grand ou égal. 2 à sigma n plus 1. Voilà. Donc, on a démontré que la profondeur de l'arbre est effectivement plus grande que le nombre de longs terminaux. Et là, il y a une subtilité. Il y a une subtilité qui est marrante, c'est que on choisit une branche de longueur exactement sigma n plus 1. On a un arbre qui est plus profond, d'accord? Peut-être qu'il fait, je ne sais pas moi, 2 fois sigma n, d'accord? Il est profond cet arbre, d'accord? On s'en fout, on considère une branche plus petite, d'accord, dont la taille est exactement sigma n plus 1. Vous allez comprendre pourquoi. D'accord, on considère une branche comme ça, d'accord? Un sous-arbre, en fait, un sous-arbre. Un sous-arbre, ce n'est pas une branche, c'est un sous-arbre. De profondeur. D'accord, ce n'est pas une branche, on considère, en fait, excusez-moi, c'est un sous-arbre. Ça veut dire que la branche, ça veut dire que la branche, parmi les branches les plus longues, il y en a une. Enfin, les branches les plus longues sont toutes sigma n plus 1 de longueur, d'accord? Et on considère une de ces branches, d'accord? Soit B, une de ces branches. Une de ces branches. Alors, on a presque fini le théorème, là. Donc, ça, c'est la branche B. Donc, la longueur de B, c'est égal à sigma n plus 1. Donc, il existe un long terminal X présent 2 fois. D'accord, dans ce long terminal.
Alors après, c'est juste une question de nommage à droit. D'accord, on va présenter. Donc, résumons. On part de S. D'accord. On arrive sur notre arbre, sur notre sous-arbre de profondeur sigma n plus 1. Dedans, on a une branche. Je vais faire plus gros parce que dedans, on a une branche de longueur aussi sigma n plus 1. D'accord. Et puis dans cette branche, on trouve deux fois le nom terminal X. Ça aussi, ouais, on trouve deux fois X. D'accord. Bon, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a. Quand X va se réécrire, il va générer un mot. On considère le premier pas de réécriture de X, d'accord? Et le dernier pas. On considère la réécriture ici, la réécriture ici de X, d'accord? Ça, c'est X, ça, c'est X. Donc, ici, on a X qui serait écrit en alpha 1, Y, bêta 1. D'accord, le Y est ce qui est en dessous. Puis après, on a ici alpha 2, Y, Z, bêta 2. D'accord. Donc, X serait écrit de deux façons différentes, a priori, enfin, ou de la même façon, on s'en fout. Il peut que ce soit égal, hein, on s'en fout, on ne précise pas. Non. Toujours est-il que Y, il va revenir sur X. Donc, on n'a que Y. Au bout de plusieurs pas de dérivation, il va conduire à alpha 3, X, bêta 3. D'accord. Donc, on a X qui serait écrit de ces deux façons-là, Y qui serait écrit comme ça, mais avec plusieurs pas de dérivation. C'est un seul pas de dérivation, c'est plusieurs pas de dérivation. Maintenant, il suffit de réécrire les trucs, il suffit de poser, je pose. On a fini la démonstration. Hein. Il y a beaucoup de lettres, mais c'est pas. Donc, le alpha 1 qui est là, je pose U tel que alpha 1 génère U au bout de plusieurs pas, d'accord? C'est le U qui se retrouve ici. Pas tout à fait, en fait. Hein. Si, ouais, si. Non, c'est U, c'est. Je vais essayer de faire un dessin plus clean. Je vais essayer de faire en sorte que sur mon dessin, ça se voie le U, le V et le W, en fait. Hein. Je ne vais pas écrire, je ne vais rien écrire parce que sinon on se paume. Le U et le V du théorème, il sort du chapeau parce qu'en fait, le Y qui est là et le X, ouais. Le Y qui est là, il va aussi générer un bout de mot ici, d'accord, mais le X aussi. Et ça va être petit X, en fait, celui qui va être pompé. On va pouvoir générer plusieurs fois, d'accord. Tandis que de l'autre côté, le Y, il génère aussi un truc, potentiellement. D'accord. Et le bêta 1 aussi. Donc, donc ça va être le Y dans le mot final, d'accord. Après, ce qu'il y avait à gauche du sous-arbre, ça va être le U. À droite du sous-arbre, ça va être le V. D'accord. Le W, excusez-moi. Et le Z, le Z, il va être généré finalement à partir de tout ça. Ça va être le V. Ça va être le V, d'accord.
relisez la démonstration dans les détails si vous voulez avoir le truc, mais disons, à partir de cet arbre-là, on peut isoler le X, le U, le X, le V, le Y et le W. C'est les trucs qu'on génère à gauche, à droite. Je suis d'accord que ce que je dis n'est pas très clair à ce niveau-là, mais peu importe. Peu importe. C'est la partie un peu chiante de toutes ces démonstrations que j'ai zappé dans la démonstration algébrique égale hors contexte et que j'ai envie de zapper aussi ici parce que bon, je ne la maîtrise pas suffisamment pour écrire des choses fluides et rapides. Mais même si je le faisais, vous ne pourriez pas suivre parce qu'il y a trop de symboles. D'accord. Faut comprendre l'idée. D'accord. Quand on va de X à X, on génère. Quand on va de X à X, d'accord, on va générer ici dans les terminaux un certain petit X qu'on pourra répéter. D'accord, et un Y qu'on pourra répéter. D'accord, et puis entre, il y a les U, V, W, c'est tout. Faut juste recoller des morceaux, c'est tout. Voilà pour la démonstration que je reconnais est un peu comment dire, brouillonnant vers la fin. Pour qu'elle soit moins brouillonnant, il faudrait que j'apprenne les choses par cœur. Ouais. Oui, dans mon démonstration, on peut supposer sans pas de généralité que ouais, j'ai fait une supposition, en fait, ce qui rend les choses plus simples à écrire. Ouais. Donc, mais le truc qui est super élégant, c'est que comme on s'est placé sur une branche de taille sigma n plus 1, eh ben, ça implique que XVY est un mot des feuilles de cet arbre-là. Ouais, XVY, dans cette construction un peu sale, en fait, on trouve que XVY, ce mot-là, d'accord, c'est le sous-mot du sous-arbre qu'on a considéré, d'accord, donc qui a une profondeur de sigma n plus 1. XVY. Et donc, on trouve un truc qui est super important que j'ai oublié de noter dans le théorème, d'accord, c'est que en rappliquant le lemme, puisque la profondeur est bornée, on trouve que la longueur de XVY est inférieure, elle aussi, à n, à 2 puissance sigma n plus 1 moins 1 égale n. Est inférieur à n, ouais. Moins 1 et donc est inférieur strictement à n. Et donc, dans le lemme, il y a un truc que j'ai oublié de mentionner, c'est que cette décomposition en 5 facteurs, elle vérifie que XVY est inférieur à n. À n. Je vais écrire ça mal. Vérifie que et XVY inférieur à n. Ça, en fait, c'est super important. C'est ça qui va permettre d'utiliser. C'est ça. C'est l'équivalent du fait que c'est l'équivalent en fait que dans le c'est l'équivalent dans la pompe rationnelle. On avait un truc similaire à ça qui permet de raisonner en fait, d'accord. On sait qu'au milieu on sait que ça en taille c'est plus petit que n. On peut supposer que c'est plus petit strictement que n, d'accord. Donc, c'est ça qui va nous permettre d'utiliser le lemme de la pompe algébrique, parce qu'en fait, comme pour la pompe rationnelle, on va utiliser dans l'autre sens, d'accord? Ce n'est pas une équivalence, c'est une application. On va l'utiliser dans le sens non algébrique implique, non pompe implique non algébrique. Non algébrique, d'accord?
Donc, comme on a cette propriété sur le centre, par exemple, si on veut montrer que A puissance n, B puissance n, C puissance n pas algébrique, d'accord? On pourra démontrer ce truc-là parce qu'on va prendre un mot, on va prendre pour nous montrer l'on-pompe, on va considérer un mot de taille, on va considérer un certain n et un mot et on va considérer ce mot-là, en fait, A puissance n, B puissance n, C puissance n. Et donc, comme il y a les B puissance n au milieu, d'accord, qui est de taille plus grande que n, on pourra en déduire que, et comme xvy est plus petit que n, on pourra en déduire que xvy, soit il contient des A et pas de C, soit il contient des C et pas de A. D'accord? Puisque lui, il est de taille plus petit que n. Donc, grâce à cette propriété, on pourra en déduire que lorsqu'on pompe à la fois X et Y, on rajoute des A et des B, pas de C, ou des B et des C, pas de A. D'accord? Et donc, on sort du langage. Et on peut aussi rajouter que des B. Oui, oui. On peut aussi rajouter que des B. Dans ce cas-là, on sort aussi du langage, parce que le langage, c'est autant de A, autant de B, autant de C. J'ai juste fait un truc un peu rapide pour montrer que cette propriété-là, qui semble anecdotique, est essentielle quand on utilise en vrai le lemme de la pompe. Et quand on utilise en vrai, ça veut dire qu'on utilise la contraposée du lemme de la pompe. Ça, c'est un peu compliqué. On va refaire un exemple de démo en TD. Exemple en TD, on va faire un exemple en TD un peu pour digérer ça quand même. Un exemple, c'est un peu le minimum qu'on peut vous offrir. On fera un exemple en TD. Mais avant de finir ce cours, il ne reste pas beaucoup de temps, mais je vais dire juste un mot. J'ai besoin de vous dire encore un mot sur la dernière partie du cours. Je n'ai pas eu le temps de faire les premiers et les suivants, mais ce n'est pas grave. Ça a déjà été fait en pile. On les fera dans le TD, les premiers et les suivants. Ce que je souhaitais vous dire, c'est deux choses. C'est des petites clôtures. Il y a un truc qui est marrant sur les clôtures. On a fait les clôtures irrationnelles, on fait les clôtures algébriques, d'accord? C'est clos par produit et union, bien sûr, d'accord? Parce que si vous avez une grammaire G1 avec axiome S1 et G2 avec axiome S2, pour faire le produit de L de G1 par L de G2, vous considérez la grammaire, notre grammaire S, S1, S2. Pour faire l'union, vous considérez notre grammaire avec S flèche S1 ou S2. D'accord? C'est des trucs qu'on a déjà fait. Donc, c'est facile de montrer que c'est clos par produit et union, les langages algébriques. Mais un truc, alors c'est aussi clos par morphisme. Oh, mais ça, je n'ai pas le temps de le considérer, donc je ne le fais pas. Il faudrait étudier un peu, il faudrait introduire les morphismes. Ça. Morphisme, juste rappeler c'est quoi clos? Ça veut dire que, par exemple, clos par produit, ça veut dire que L1 algébrique, L2 algébrique, ça implique L1, L2 algébrique. D'accord? Ça implique L1 ou L2 algébrique. D'accord? Ah, ok, d'accord. Ça veut dire que ok, d'accord. Merci. Et là, je viens de faire la démonstration plus haut. Si L1 est algébrique, alors il est une grammaire qui le génère, L1, une L2, une grammaire G2. On construit une grammaire qui reconnaît L1, L2 en considérant la grammaire avec un autre axiome qui fait l'axiome S1, S2 ou S1 ou S2 pour l'union. C'est facile à montrer. Mais un truc qui est marrant à voir, c'est que ce n'est pas clos par intersection, pas clos par complémentaire, pas clos par intersection. Ça, c'est super facile à démontrer. D'accord, donc je vous le démontre. Hein, si L1 est algébrique et L2 est algébrique, eh ben L1 inter L2 peut ne pas l'être. Donc l'exemple, le contre-exemple, c'est on considère L1 égale AN, BN, C étoile. Produit C étoile, d'accord? Autant de A que de B, et ensuite des C autant qu'on veut, d'accord? Puis après, L2 égale le même truc que dans l'autre sens, c'est-à-dire on va faire A étoile, produit, BN, CN.
autant de A qu'on veut, puis après, le nombre de B est égal au nombre de C. D'accord? Donc là, par exemple, j'ai AA, BB et puis C. Et là, je vais avoir A, BB, CC. On voit Là, pas c'est bien les votre A et les B écran, qui sont monsieur. pareils. Comment? Ah, oui, bien. Là, c'est les A et les B qui sont au même nombre. Là, c'est les B et les C qui sont au même nombre. Mais LA inter L2, c'est égal à AN, BN, CN, N plus grand ou égal à 0. Donc celui-là est algébrique, mais celui-là, il ne l'est pas en fait. Il n'est pas algébrique. Hein, je l'ai déjà dit au-dessus, hein, c'est le langage essentiel qui n'est pas algébrique. D'accord? Non rationnel, le plus simple, c'est ANBN. Non algébrique, le plus simple, c'est ANBNCN. C'est l'exemple le plus simple de non algébrique, de langage non algébrique. Donc les langages algébriques ne sont pas clos par intersection. Ils sont clos si on intersectionne avec un rationnel, d'accord? Algébrique, intersection rationnelle, égale algébrique. D'accord? Mais algébrique, intersection algébrique n'est pas égal, ne tombe pas dans l'algébrique, d'accord? Et ce n'est pas non plus clos par complémentaire. Si un langage est algébrique, son complémentaire n'est pas forcément algébrique. D'accord. Et la démonstration, c'est très simple, hein, parce que A union B, A inter B est égal à complémentaire de A intercomplémentaire de B, le complémentaire de tout ça. On exprime le complémentaire. À partir de complémentaire, on peut exprimer l'intersection à partir de l'union. Attendez, du coup, j'ai une question. Du coup, si on Oui. prend un langage algébrique et un autre langage algébrique, si on fait intersection, on n'aura jamais un langage algébrique. Non, c'est pas jamais, on n'aura possiblement pas. Possiblement pas, d'accord. Merci. De même, si vous avez un langage algébrique, si vous prenez complémentaire, vous n'aurez possiblement pas un complémentaire. Parce que si c'était le cas, si les complémentaires étaient toujours algébriques, alors l'intersection le serait puisqu'on peut exprimer l'intersection à partir de l'union et du complémentaire. L'intersection de A et de B est égale à l'intersection, le complémentaire de A, union le complémentaire de B, le complémentaire de tout ça, d'accord? C'est égal au complémentaire de A, union complémentaire de B. Donc voilà, donc si le Ça complémentaire veut était dire que normalement, algébrique, si ça marche pour intersection, ça marcherait pour l'union. Et inversement. non, c'est dans l'autre sens. Si le complémentaire est algébrique, l'intersection le serait aussi. Puisque là, on pourra définir l'intersection à partir de l'union qui est algébrique, qui est close pour l'algébricité, et du complémentaire qui le serait aussi. Donc l'union le serait aussi. L'intersection le serait aussi. D'accord? C'est une démonstration par l'absurde. D'accord. Si complémentaire était clos, d'accord. Intersection le serait aussi. Car intersection s'exprime avec union et complémentaire. Et est-ce qu'on peut dire l'inverse? Si intersection serait clos, alors le complémentaire le serait aussi? Je réfléchis. Si l'intersection était close, ouais, alors est-ce qu'on pourrait démontrer dans l'autre sens? Oui, c'est ça. Vu que c'est une égalité entre les deux au-dessus, normalement, c'est bon. Il faudrait exprimer le complémentaire à partir de l'intersection. Je ne vois pas comment faire ça.
Bah, au-dessus, si on a l'intersection entre A et B qui est clos, c'est-à-dire que le complémentaire, euh, Il faudrait complémentaire de voir. A, union complémentaire de B, le tout complémentaire serait clos aussi. En gros, ce que je veux dire, c'est que en haut, dans Non, non, l'égalité, si non, on on a peut la pas. partie de... En fait, vous devriez avoir une compréhension plus fine de ce qui est écrit. Et là, vous seriez d'accord. Si on voulait. D'abord, il faut comprendre que ce que vous me demandez, c'est un peu bizarre. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas clos de toute façon. Donc, c'est le premier truc qu'il faut que vous compreniez, c'est que votre question est un peu bizarre. Parce que on fait des démonstrations par l'absurde, et ça, c'est un peu déroutant. D'accord? Là, cette petite égalité que j'ai écrite là, rapidos, c'est une démonstration par l'absurde. On démontre que le complémentaire n'est pas clos, et pour ça, on fait une démonstration par l'absurde. On suppose que le complémentaire est clos, c'est-à-dire que si A est algébrique, le complémentaire est algébrique. Ah, mais à ce moment-là, on est capable, en utilisant le complémentaire, on est capable d'exprimer l'intersection à partir de l'union qu'on sait qu'elle est close. L'union, on l'a déjà démontré que l'union est close. Donc, si de plus le complémentaire reste algébrique, alors ça c'est algébrique, ça c'est algébrique, ça c'est algébrique, ça c'est algébrique. Donc, l'intersection est algébrique. Mais on sait que l'intersection n'est pas close par algébricité. Donc, ça veut dire que le complémentaire n'est pas algébrique. Vous voyez, c'est un raisonnement assez compliqué à mettre en place, à voir. Maintenant, d'abord, vous me proposez d'utiliser que le complémentaire n'est pas algébrique pour montrer que l'intersection n'est pas algébrique. Mais on ne sait pas. On sait que l'intersection est algébrique et on ne sait pas si le complémentaire est algébrique à ce stade du cours. Donc, déjà, ce que vous me proposez de faire, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que nous ce qu'on veut démontrer, c'est que le complémentaire n'est pas algébrique. L'intersection, on l'a déjà démontré que c'était algébrique, d'accord? C'est pas Ok, clos. ok, c'est bon, Hein, je vois. oui, vous voyez que la question déjà est un peu bizarre. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va prendre notre pause, hein, on a dépassé le temps déjà. Allez, ok, alors, je mets Gallery View, ok. Euh,